sur Skype, on ne sait pas, c'est pas très explicite quand c'est enregistré. Sur Zoom, ils le disent clairement. Oui, mais c'est marqué, Jean pas enregistre l'appel. Voilà. Exactement. Là, c'est juste marqué. Oui, c'est vrai, c'est marqué, oui. Voilà. Donc, c'est bien qu'on sache, voilà, c'est pour l'image et tout ça. Très bien. Ok, donc je suis content de vous voir. Et puis, enfin, de vous deviner. Et donc, on en est où? Alors, on est dans le Chittamatra toujours, ouais. On est à la page 136 ou quelque chose Malheureusement. comme ça. Oui. Elle était intéressante, votre conversation, parce que j'ai écouté hier soir la séance de vendredi dernier, et effectivement, à partir de 9h35, les 25 dernières minutes Oui. étaient très C'est vrai que intéressantes. Ouais. grâce à Dominique, ça Oui, a commencé, absolument. la discussion est devenue plus intéressante. Ça, merci. Donc finalement, tu as bien fait d'exposer tes doutes. Oui. Et donc en fait, là, on est toujours dans le Chittamatra, mais on va essayer de terminer rapidement. On va pas faire toutes les pages, Ok. parce que j'ai relu un petit peu le texte hier, et je me suis dit, il y a quand même beaucoup d'infos, surtout les tenants de l'aspect vrai, les tenants de l'aspect faux. Ça va peut-être nous embrouiller un petit peu l'esprit. Donc on va pas voir tout ça, on va juste évoquer les choses assez rapidement, et on passera au Madhyamaka certainement, soit à la fin de la session, peut-être pas, soit à la session la prochaine session. Donc juste un petit bilan, se dire à quoi ça sert tout ça, pourquoi est-ce que on se prend le chou à étudier ces écoles, tout ça, à quoi ça vous sert en réalité? Ben justement, moi je trouve que ça sert à cerner mieux ce qu'on appelle vacuité, à cerner mieux ce qu'on appelle l'objet d'abandon, voilà. Oui, Ça lamine un peu les choses, oui, c'est ça. oui, Oui, et puis ça fait aussi travailler beaucoup son cerveau. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis dans un travail où je ne trouve pas que je stimule beaucoup mes neurones. Donc je trouve que, vraiment, suivre ces cours, à mon très modeste niveau, Oui, voilà, c'est très intéressant, et moi j'aime bien ça, voilà. c'est un J'aime bien ébranler mes convictions, j'aime bien ébranler, voilà, tout ce que je croyais être juste, et puis c'est aussi très, très chouette, je trouve, de comprendre à quel point le Bouddha était d'une finesse psychologique absolument incroyable, d'avoir exposé, ses enseignements, compris différemment par ces 4 écoles, voilà. Moi je trouve que c'est passionnant. oui. Ouais, ouais. Excellent, ça c'est un bon teaser ça pour la suite pour la suite des pages. Excellent. Très bien, en effet, c'est stimulant. C'est stimulant parce que euh, on pourrait parfois, de nos jours, en Occident, on veut que tout soit rapide, on appuie sur un bouton, on a une pizza qui arrive, etc., etc. Et donc, parfois, on pourrait sombrer dans une forme de paresse intellectuelle et on pourrait parfois s'arrêter à ce qu'on connaît du bouddhisme. On a peut-être lu un texte ou deux, etc., etc. Et on se dit, bah, tiens, le bouddhisme, comme dit Lama Yeshe, hein, dans un de ses enseignements, il dit, on a l'impression qu'en lisant un livre ou deux livres, on sait tout de suite de quoi le bouddhisme parle. Et ça s'arrête soit à, à une idée qu'on a du bouddhisme et rien d'autre. Et donc, en fait, en effet, cette ouverture que vous avez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Se dire, peut-être que le message du Bouddha est plus vaste que ce qu'on le croit. Et en effet, c'est plus vaste, plus profond, plus subtil, plus raffiné, en effet. Donc, c'est intéressant. Ça permet, comme vous le dites, de cerner la réalité des choses selon plusieurs angles, selon différents points de vue, pour essayer de vérifier lequel de ces points de vue est le plus en accord avec la réalité par rapport à ce que nous, on est prêt à accepter, bien sûr. On peut tout à fait être Chittamatra. Je ne sais pas qui il est, mais... Dominique. Oui, Dominique, je sens qu'elle est ça, il y a ouais. une connexion très forte avec les Chittamatra. Et donc, on pourrait en effet choisir d'examiner la réalité de ce point de vue-là, qui est quand même assez subtil malgré tout. Mais on va voir qu'en effet, c'est important de comprendre le Chittamatra aussi, avec la motivation que vous avez d'essayer de comprendre les choses, essayer de réduire l'ignorance qu'on a dans notre esprit, etc., pour le bien de tous les êtres, etc., pour contribuer à la paix dans le monde. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Et donc, de voir un petit peu de quoi parle le Chittamatra, parce que les grands textes classiques s'attaquent au Chittamatra, ouais. Par exemple, le 9e chapitre de Shantideva s'attaque au Chittamatra. Le Madhyamaka Vahatara de Acharya Chandrakirti s'attaque au Chittamatra.
Donc forcément, ils vont examiner des points de vue du Chittamatra. Et si on ne les comprend pas vraiment, on ne sait pas vraiment de quoi ils parlent. Donc ça aide aussi à comprendre ces grands textes Madhyamika, ouais. Ok, très bien. Et donc, on va essayer de passer à la page 138, qui est intéressante parce qu'il reprend, Geshe Dreyfus, l'argument qu'il avait posé pour aller dans le sens de pourquoi est-ce qu'on dit l'esprit seul, pourquoi est-ce que les objets et surtout les formes n'ont pas d'existence extérieure à la conscience. Donc il avait déjà examiné un petit peu le sujet précédemment, mais là il va essayer de développer son argumentaire. Donc il dit tous les phénomènes n'existent que comme ayant la nature de l'esprit, donc ça vous l'avez compris. Ils ne sont que la réflexion des esprits, des consciences. Nous avons vu au début de notre exposé du Yogacara 2 raisonnements qui démontraient cette nature des phénomènes. Je vais exposer une autre façon de comprendre le problème, mais je vais d'abord compléter le premier raisonnement, celui de Acharya Dignaga, en le rendant un peu plus technique maintenant qu'on a les notions nécessaires. Donc le fait de passer par ces différentes réflexions un peu complexes nous aide ensuite à comprendre pleinement ce raisonnement. Donc les objets matériels sont composés de particules, ça on est d'accord, ouais? Ok. Si les objets existent extérieurement, ils doivent être la cause de notre perception, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc ça veut dire que pour les Sautrantika, c'est comme ça en particulier, il y a 3 conditions. Condition objectale, condition dominante et condition antécédente. Oui. La condition objectale, c'est l'objet. C'est-à-dire que c'est l'une des causes. La fleur est la cause, est l'une des causes de notre perception visuelle de la fleur. Ok. S'ils sont la cause de nos perceptions, en sont-ils la cause par les particules qui les composent ou par l'ensemble des molécules? C'est là où on se pose cette question chez les Chittamatra. Les deux sont impossibles. Dit Acharya Dignaga, parce que les molécules en elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de produire cette image grossière que nous avons, cette image d'un objet étendu. Ok. Donc c'est ça qu'on avait vu. On avait vu par exemple chez les Vaibhashika. Chez les Vaibhashika, il y a les particules élémentaires. Mais 0 plus 0. Oui, exactement. Qui sont en termes de dimension 0. La tête à Toto, oui, c'est ça. Oui. Exactement. 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est tout à fait ça. Et donc pour eux, ils ont des particules élémentaires qui sont constituées des 4 éléments et 4 issues des éléments. Ouais. Donc elles sont quand même composées, mais elles ne sont pas composées en termes de dimension spatiale. C'est de ça qu'il s'agit. Les Sautrantika vont dire que ce n'est pas tout à fait ça la brique constitutive des objets matériels. Ils vont dire que c'est une molécule constituée de 6 atomes, comme ça. Les atomes des Vaibhashika, ils les mettent en 6. Donc ça veut dire un en haut, un en bas et un dans chaque direction cardinale. Et ça fait une molécule de 6 ou 7, on pourrait dire, atomes indivisibles. Et pour eux, c'est surtout ça, c'est ce que dit Shankar Pedodje dans son texte sur les écoles philosophiques. Il dit pour les Sautrantika, c'est surtout ça, à partir de ça qu'on commence à décrire la réalité physique. Mais même de cette manière-là, on ne peut pas expliquer comment est-ce que une molécule des Sautrantika, comment est-ce que cette molécule, comment est-ce que cette particule pourrait être visible. Hein, on ne voit pas une particule, on ne voit pas un atome. Et donc, on ne voit pas 2 atomes, ni 3 atomes, ni 4. Donc, à partir de quand on les voit? Et donc, les Chittamatra vont dire, tout simplement, à partir de rien, on les voit. Et on ne peut pas les voir du tout parce qu'ils n'existent pas à l'extérieur, c'est juste des graines qui germent dans notre esprit. C'est la réponse des Chittamatra, ouais. Ok. Donc la seconde hypothèse n'est pas non plus possible car l'assemblage des particules, comme on vient de le dire, n'existe pas de façon substantielle, c'est-à-dire quelque chose dont l'identification ne dépend pas de l'identification d'autre chose. Ouais, ça c'est l'autre point, ça c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois pendant les débats. On avait vu imputé et substantiel. Ouais. Donc imputé et substantiel, il y a différents sens, et ce sens précis, imputé ça veut dire qui est appréhendé en dépendance d'autre chose, et substantiel, qui est appréhendé sans dépendre d'autre chose. Et donc ici, les Sautrantika et les Chittamatra vont dire, c'est surtout les Chittamatra qui vont dire ça. Les Chittamatra vont dire
si vous avez une chaise, cette chaise, en fait, c'est un phénomène imputé. Pourquoi? Parce qu'on l'appréhende en dépendance de ses parties. Et les parties ne sont pas le tout. Et donc, on appréhende la chaise en dépendant d'autres choses. Et donc, même la chaise est un phénomène imputé. C'est ça qu'ils vont dire. Ok. Donc, ce que dit Acharya Dignaga, c'est que l'ensemble des particules ne peut pas être la cause de la perception, car ce n'est pas quelque chose qui existe substantiellement, parce que c'est quelque chose qui dépend de l'identification des parties. Si les particules en elles-mêmes ne sont pas la cause de la perception, l'assemblage des particules ne peut pas non plus en être la cause, parce que l'identification de cet assemblage dépend de l'identification des parties. Cela revient à dire que pour que l'assemblage des particules soit la cause de la perception, il faudrait que les particules elles-mêmes soient la cause de la perception. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on dit une chaise est perçue visuellement. D'accord, mais une chaise c'est quoi? Ce n'est qu'un ensemble de particules, et aucune des particules n'est visible. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une chaise qui soit visible si tout ce qui la constitue est nécessairement invisible? Ouais. Ouais. C'est pas très probant, moi, je C'est trouve. pas très probant, ce truc-là, oui. Ah non, Pourquoi? Parce que les pixels, c'est pareil. Je veux dire, on ne voit pas un tu vois pas les pixel, mais pixels, mais tu vois l'image quand à même. plein, on voit quelque chose. Oui, exactement. Exactement. Donc c'est, en effet, vous êtes plutôt Madhyamika, c'est ce que vont dire les Sautrantika et surtout les Prasangika. Madhyamika vont dire, nous n'acceptons pas les particules indivisibles, mais nous acceptons les objets extérieurs. En tout cas, les Madhyamika, les Prasangika, tels qu'ils sont acceptés par les Gelugpa, il y a des objets extérieurs. Et ces objets extérieurs sont constitués de particules atomiques, mais pas des particules indivisibles. Ouais. Mais le problème reste le même. Comment est-ce qu'on peut expliquer la perception visuelle d'un objet constitué de particules indivisibles, de particules invisibles? On voit l'image alors qu'on ne voit pas les Ça pixels. dépend de nos facultés de perception. Si on prend un microscope électronique, peut-être qu'on les verra. Oui, voilà, exactement. C'est ça qu'il faut se dire. Si on est prasangika, on va dire que l'objet en tant que tel, tout seul, de son propre côté, ne peut rien faire, de toute façon. Donc il a nécessairement besoin d'un sujet, mais un sujet approprié. Ça veut dire que on peut percevoir une particule invisible. Elle est invisible pour nous en tant qu'être ordinaire, pour nos yeux, à l'œil nu, on pourrait dire. Nos facultés, quoi. Pour nos facultés, exactement. En l'état, elles sont invisibles, ces particules, mais elles ne sont pas invisibles pour tout le monde. C'est-à-dire que une personne clairvoyante, un omniscient, etc., ou quelqu'un qui a un microscope électronique peut tout à fait percevoir une molécule ou une particule. Ouais. Très bien, donc ça veut dire que ça dépend aussi du sujet. Ça ne dépend pas que de l'objet. Le problème de ces écoles, c'est qu'elles sont presque exclusivement tournées vers l'objet, même si elles acceptent le sujet comme étant comment dire, le facteur qui valide l'existence de ces objets. Malgré tout, c'est quand même du côté de l'objet de son propre côté. Et les Chittamatrins, bien qu'ils ramènent tout à l'esprit, ils ont quand même cette notion d'existence véritable, d'existence inhérente, etc., des objets. Donc, ça leur pose question aussi. Il n'y a que les Prasangika qui peuvent vraiment s'en sortir, parce que, comme Bernard, ils vont se tourner aussi vers le sujet. Comment est-ce que le sujet est capable ou non d'appréhender l'objet? Ok. Très bien. Ok. Cela revient à dire que pour que l'assemblage des particules soit la cause de la perception, il faudrait que la particule elle-même soit la cause de la perception. La cause de la perception et l'identification sont la même chose. Ok. Là, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire. Très bien. Comment est-ce que j'identifie ce vase? Si ce vase existe extérieurement, la façon dont je l'identifie est que ce vase agit comme la cause de ma perception qui ensuite sert de base à l'identification de ce vase. Ok. Oui. Ok. Donc l'identification, certainement, la discrimination, le fait de pouvoir, l'un des 5 facteurs mentaux omniprésents. Ouais. Donc pour identifier l'ensemble des parties qui composent le vase, je dois identifier d'abord les parties.
Ok. Ce qui veut dire que les parties elles-mêmes doivent agir en tant que cause de ma perception, on est d'accord. Or, cela n'est pas possible car les parties n'ont pas le pouvoir de produire cette image grossière, étant extrêmement petites. La seule solution est de conclure que le phénomène n'existe pas extérieurement, que l'objet n'est pas la cause de la perception. La perception et l'objet existent simultanément, ont la même nature. L'objet a la nature de la conscience qui le perçoit. C'est le raisonnement complètement développé et à mon avis, c'est un des raisonnements les plus intéressants et les plus difficiles à réfuter par les partisans des objets extérieurs. Vous vous souvenez peut-être de la tentative de réponse de Bhavaviveka qui dit que ce sont chacun des atomes, non pas pris séparément mais en même temps. Ok, ce genre de réponse montre bien l'acuité, la pénétration de cet argument auquel il est fort difficile de répondre. Donc en effet, il est difficile de répondre à cet argument des Chitamata quand on est uniquement tourné vers l'objet. C'est extrêmement difficile de se dire, ok, il nous faut avoir une perception vraiment objective de la réalité, mais pour les Prasangikas, ça ne peut pas jouer. On ne peut pas avoir une présentation objective de la réalité. C'est toujours intersubjectif. Ouais. Et donc, ça veut dire que le sujet compte beaucoup. C'est même le plus important pour les Prasangikas. Mais si on est presque exclusivement tourné vers l'objet, là, c'est sûr que c'est très difficile de trouver une réponse. Comment est-ce que le phénomène apparaît à la conscience? À partir de quand? Est-ce qu'il est certifié ou pas, identifié ou pas? C'est très compliqué pour les essentialistes, on pourrait dire. Ok, ok. Ensuite, il parle de Vijnana, etc. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous vous souvenez, on avait parlé des graines. Chez les Chitamata, on avait parlé de 3 types de graines, ouais. Oui. Qui étaient d'ailleurs? Alors, celles qui sont collectives, là, je ne sais pas comment ils appelaient. Ouais, il y avait type similaire ou pareil. Et après, il y avait une graine avec le jeu, si je me souviens bien. Oui. Et puis après, il y avait quoi? Graine de l'ignorance. Ah oui, et puis quand on quand on appelle les objets, de dénomination. Voilà, exactement. Bravo. C'est magnifique. Donc, on a en effet la graine de type similaire. Ça veut dire que c'est ce qui fait que la plante que je vois, elle reste à peu près la même qu'il y a 5 minutes, etc. Elle est similaire à ce qu'on percevait précédemment. Ok. Et donc, cette similarité, en fait, c'est surtout par rapport à l'objet lui-même perçu par une personne. Mais il y a des graines qui germent en même temps pour plusieurs personnes et c'est là où on peut avoir un objet commun. Ouais. Ok, donc ça, c'est peut-être une autre explication. Mais c'est surtout, quand on parle de graines similaires, ça veut dire qu'un objet est perçu à peu près de la même façon que ce qu'il était perçu auparavant. Ensuite, la graine du jeu, donc ça veut dire qu'on se conçoit soi-même comme étant de manière inhérente, etc. Et c'était associé aussi au soi des phénomènes, ouais, à la dualité des phénomènes. C'est ce qui fait que les phénomènes semblent exister à l'extérieur. Et la graine de la verbalisation, la graine de la dénomination, c'est pas uniquement, comme j'avais dit précédemment, le fait qu'on puisse appeler un objet comme étant cet objet, mais d'après Geshe-Dreyfus, il y a aussi l'empreinte de l'ignorance dans cette graine de verbalisation, c'est que on a l'impression que la plante, de manière inhérente, de manière intrinsèque, est la base de l'appellation plante. C'est ça, oui. Et ça fait partie de l'ignorance aussi chez les Chitamatra. Ça fait partie d'une conception d'un soi subtil, d'un soi des phénomènes. Ouais. Et donc, souvent, ça a été mis de côté. Donc, je fais un petit résumé de ce qu'il est en train de dire pour passer quelques pages. Ça a souvent été mis de côté quand on a présenté le Chitamatra. Mais c'est vrai que Lama Tsongkhapa, quand il a composé le Lekshen Nyingpo, l'essence de l'éloquence, a vraiment remis à l'honneur cette conception assez subtile des Chitamatra en fonction des textes de Arya Sangha. Ouais, Arya Sangha, même s'il était Madhyamika, il a quand même présenté le Chitamatra en long, en large et en travers. Et il évoque ça, Arya Sangha, mais ça a souvent été mis de côté. On a souvent parlé de dualité, mais il n'y a pas que ça chez le Chitamatra. Il y a aussi cet aspect plus subtil du soi des phénomènes. On a l'impression que les phénomènes qu'on appelle comme étant table, chaise, etc., sont la base intrinsèque de ces termes-là.
Et donc, Arya Sangha dit, si c'était le cas, à ce moment-là, dès l'instant où deux personnes ont le même prénom, si ces deux personnes étaient intrinsèquement la base de dénomination de ce prénom, ce serait exactement la même personne, puisqu'il n'y a qu'un seul prénom. Ouais. Et si on disait par exemple chaise, on peut l'appeler avec différents termes en d'autres langues, à ce moment-là, il y aurait nécessairement plusieurs objets en même temps. Ouais. Ce n'est pas le cas. Ouais, il n'y a qu'un seul objet, il n'y a qu'une chaise. Mais si on dit chaise, chaise qui est dans ma chambre, chaise qui est en Alanda, etc., on aurait à ce moment-là 3 chaises au lieu d'une. Donc c'était pratique, il n'y aurait pas besoin d'aller à Ikea ou à Carrefour. Ok. Très bien. Plus difficile à comprendre là. Oui. Que les phénomènes ne sont pas la base de leur dénomination. Alors, qu'est-ce qu'ils considèrent comme base de la dénomination? Ben, en fait, ils vont dire que la chaise, la forme qui est la chaise, est bien en effet la base de la dénomination chaise, mais pas intrinsèquement, pas par nature. Ouais. Pas intrinsèquement, voilà. Ouais, exactement. Ça veut dire que puisque la chaise n'existe pas à l'extérieur de la conscience, elle n'a aucune raison de nous dire « Ok, coucou, je m'appelle chaise ». En fait, si elle était la base de la désignation chaise de manière inhérente, on saurait que c'est une chaise dès la première fois où on en voit une. Ouais. Ce serait marqué dessus d'une certaine manière. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. On apprend les dénominations. Quand on est petit, on nous dit bah, ça s'appelle une chaise, etc., etc. Alors que si c'était intrinsèquement la base de la désignation chaise, en voyant une chaise pour la première fois, sans qu'on nous dise que c'est une chaise, on dirait tiens, j'ai vu une chaise. Ouais. Et donc il y a d'autres arguments énoncés par Arya Sangha, et c'est surtout la Tsongkhapa dans le Lectioning qui rappelle ça. Ça fait partie du soi subtil des phénomènes chez les Chittamatrins. Ouais. Ok. Ok. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dedans, mais j'ai peur que ce soit un surplus d'informations. Je pense que l'idéal, ce serait qu'on revienne sur ce type d'exposé plus tard, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai peur qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Ok. On peut revenir sur certaines d'entre elles qui sont très intéressantes. Ok, donc ça, on l'a vu. Ok. Très bien. Il y a un truc intéressant ici. Ok. Très bien. Donc ici, c'est ce qu'il dit à la page 139 en bas. Donc il dit, c'est au niveau même de l'apparence perceptive des choses que les choses nous apparaissent comme étant intrinsèquement la base de leur propre nom. Ça veut dire que les consciences sensorielles sont souillées en fait par cette apparence d'un soi des phénomènes. Ouais. Oui. C'est ce qu'on veut dire les Chittamatrins. Les Chittamatrins vont dire les consciences sensorielles sont erronées. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que la graine de la verbalisation qui fait qu'on a l'impression qu'une chaise, de manière intrinsèque, est la base de la désignation chaise, ça souille même nos consciences sensorielles. C'est ça qui est important. D'accord. Ok. Les objets sont-ils la base de leur propre nom? Le nom correspond-il à l'objet de façon naturelle ou pas? Donc c'est la question qu'il pose. Un étudiant dit non, parce qu'il est attribué par la conscience conceptuelle. Donc, la réponse de Geshe-Dreyfus, c'est oui, et pourquoi? Si le verre était naturellement ou intrinsèquement sa propre base de dénomination, il aurait le nom de verre indépendamment du fait qu'on le nomme verre. Ouais, donc c'est ce qu'on vient de dire. C'est important parce que cela, oui. Non, c'est bon. Okay. C'est important parce que cela permet au Yogacara de dire que la perception est elle-même erronée. Ouais. Donc ça permettra de comprendre aussi chez les Prasangika. Chez les Prasangika, toute perception d'un non-arya, n'importe quelle conscience d'un non-arya est nécessairement erronée. Erronée, oui. Exactement. Ils vont dire même toutes les consciences sensorielles d'un arya sont nécessairement erronées. Ouais. Et ils vont dire aussi même toutes les consciences sensorielles et les consciences mentales d'un arya en post-méditation sont nécessairement erronées. Oui.
Donc, il y a beaucoup de choses ici qui vont nous être utiles pour comprendre ensuite le Prasangika. Ouais, c'est une belle introduction au Prasangika. Exactement, tout à fait, ça aide énormément. Oui. Ouais. J'ai juste une question, cette histoire des graines de dénomination, c'est eux qui l'introduisent dans l'histoire de la philosophie des écoles bouddhistes ou les Vaibhashika, les Sautrantika en parlent aussi déjà? Je pense que les Sautrantika en parlent un petit peu, c'est ce qu'il dit par la suite. Il dit les Sautrantika développent bien entendu leur vue du langage conventionnel. Et donc, ça veut dire que pour les Sautrantika en particulier, les Vaibhashika, je ne suis pas très sûr de ce qu'ils disent parce que les textes sur les Vaibhashika sont très succincts sur l'épistémologie Vaibhashika. Mais en Sautrantika, c'est beaucoup plus développé. Et chez eux, tous les concepts, tout le langage, ça vient de graines en fait. Hein. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, pour une perception visuelle, on a 3 conditions. Ouais. On a la condition objectale, la condition dominante et la condition antécédente. Ouais. Oui. Donc là, la condition objectale, c'est la fleur, par exemple. La condition dominante, c'est la faculté visuelle, ou la condition souveraine qu'on appelait avant. Et la condition antécédente, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Et pour une conception, il faut aussi qu'il y ait ces 3 conditions. C'est-à-dire que quand on pense ou quand on parle de quelque chose, eh ben, ce sont des graines qui germent. Et donc les graines sont la condition dominante et la condition objectale en fait. Et le moment de conscience immédiatement antérieur, ben, c'est pareil, c'est toujours la condition antécédente. Donc ça veut dire qu'une graine en fait qui va germer va engendrer donc le concept, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, ils vont accepter malgré tout ces graines qui engendrent le langage et le concept, sauf qu'ils vont l'évoquer d'une manière différente. C'est que, comme on l'a vu pour les Chittamatrins, il y a l'ignorance en plus qui se greffe dessus. Dans cette graine de verbalisation, c'est que ça donne l'impression que les objets seraient intrinsèquement la base de l'appellation chaise, plante, etc., etc. Ouais. Et donc les Sautrantika ne mettent pas nécessairement ce type d'ignorance dans cette graine-là. Mais ils acceptent aussi, les Sautrantika, que les objets ne sont pas intrinsèquement les bases des appellations. Ouais. C'est ce qu'il dit juste après. Il dit le langage est conventionnel chez les Sautrantika, parce que c'est à la page 140. Chez les Sautrantika, le langage est conventionnel parce qu'il est comme la conception. Et la pensée conceptuelle procède par l'intermédiaire d'objets conventionnels. Donc pour eux, le langage se base sur les conventions, et en plus, son objet direct n'est pas la réalité elle-même, mais ce sont des concepts, des représentations conceptuelles, ce ne sont pas des objets réels. Ouais, c'est le Samanya Lakshana, c'est ça en fait. Exactement. C'est un Samanya Lakshana. Wow. Ça c'est bien clair. C'est peut-être la seule chose que j'ai retenue de Sautrantika. C'est 2 mondes impitoyables. Exactement. Bravo. Et ça te sauvera pour toutes tes études des écoles philosophiques. C'est la bouée de sauvetage. Si on comprend ces deux univers impitoyables de Sautrantika. Ouais. Très bien. Excellent. Donc ça veut dire qu'en effet, chez les Sautrantika, il y a quand même quelque chose de voilé dans les Samanya Lakshana, dans les consciences conceptuelles qui ont pour objet apparent les phénomènes permanents, les sous-existants. Pour eux, c'est quand même voilé. C'est pour ça qu'ils parlent de phénomènes cachés. Quand on pense à une plante, on y pense, ok. Donc dans ce cas-là, la plante est un phénomène caché. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept entre la plante et notre conscience, qui voile la plante. Et donc, chez eux, il y a quand même ça, il y a cette notion de phénomène caché. Mais pour eux, ce n'est pas nécessairement l'ignorance, parce que pour eux, ils n'ont pas l'ignorance qui saisit un soi des phénomènes. Donc pour eux, ça n'entre pas dans le champ de l'ignorance qui empêche le nirvana, etc. Pour eux, en fait, c'est juste l'ignorance qui empêche le nirvana, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Donc les Sautrantika ne se posent pas la question, est-ce que le fait qu'on pense qu'une table serait intrinsèquement ou non la base de la désignation table, pour eux, ils ne se posent même pas la question. Mais alors, quand ils atteignent la toute connaissance, ils n'ont pas réglé ce problème-là? Alors, les Sautrantika, ils envisagent l'omniscience aussi, plus que la l'omniscience. Ah, d'accord. Oui, parce qu'ils ont, par exemple, parmi les bases établies, les équivalents des bases établies, il y a objet d'une conscience omnisciente, D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'ils règlent le problème avec ça ou
Mais c'est ça, est-ce qu'il règle le problème avec... Bon, moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'omniscience chez les inaganistes, mais qu'il y avait que toute connaissance, mais bon. Est-ce qu'il règle le problème avec ça? Est-ce qu'il règle le problème du phénomène comme étant j'allais dire, le support, enfin, la base de sa dénomination? Oui, oui, là, ça pose une question, en fait, en effet. Donc, en fait, je crois que les Sutrantika qui suivent les Écritures sont similaires aux Vaibhashika dans le sens où ils acceptent uniquement la toute connaissance. Mais les Sutrantika qui suivent le raisonnement, ils acceptent l'omniscience parce qu'ils ont justement, ils ont des développements dans les textes, comme dans Connaître l'esprit de la Rinpoche, etc. Ils parlent de l'omniscience, ouais. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'un Bouddha appréhende les choses? Est-ce qu'un Bouddha a des concepts ou pas? C'est difficile à savoir pour les Sutrantika parce qu'ils évoquent pas tant les choses que ça. Normalement, un Bouddha n'a que des consciences directes. Normalement, un Bouddha n'a que des consciences non conceptuelles et n'a que des cognitions valides. Ouais. Donc, n'a que des cognitions valides directes, en fait, tout simplement dans sa conscience. Et donc, comment est-ce qu'un Bouddha désigne ceci ou cela? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Ouais. C'est compliqué. Parce que dans ces écoles-là, ils n'acceptent pas les différentes sagesses d'un Bouddha, la sagesse égale au miroir, etc. Ils peuvent l'accepter chez les Chittamatrins, ils vont accepter la sagesse égale au miroir, etc. Mais les Sutrantika, c'est plus compliqué. Parce qu'ils n'acceptent pas les Sambhogakaya, ils n'acceptent pas les choses comme ça. Bon. Mais dans les écoles mahayanistes, surtout les écoles qui ont une accointance avec les tantras, on dira, par exemple, si on prend le point de vue Prasangika tel qu'il va être accepté dans les tantras, on va dire qu'un Bouddha est associé, il a les 5 sagesses. Donc les 5 Bouddhas primordiaux, qui sont les 5 agrégats transformés, purifiés, etc. Donc, il a la sagesse discernante. Donc c'est cette sagesse discernante qui fait qu'un Bouddha a la capacité d'employer le langage, etc., etc. Mais il emploie le langage sans avoir besoin de conceptualiser, en fait. On a l'impression que c'est un peu comme ça. Ouais. Donc c'est toujours plus compliqué d'envisager les Bouddhas. Hein. C'est ce qu'on dit dans dans les débats. On dit toujours, oui, mais le Bouddha, il fait comme ci, le Bouddha fait comme ça. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, il faudrait réécrire toutes les définitions. Très bien. Ok. D'ailleurs, à un moment donné, il le dit, Geshe Dreyfus, hein, quand quelqu'un essaye de dire, ok, mais comment ça se passe chez un Bouddha? Et là, il dit, oui, mais là, on est entre nous. pour éluder un petit peu la question. Ok. Très bien. Ok. Très bien. On trouve également chez Asanga et Vasubandhu d'autres raisonnements pour réfuter les objets extérieurs. Donc ça, c'est page 141. Par exemple, celui qui part des atomes. Les objets existent-ils extérieurement? Si les objets existent extérieurement, ils doivent être composés d'atomes. Donc si on parle des objets matériels, bien sûr. On peut imaginer des atomes qui ont des parties, mais pour finir, on devra trouver quelque chose qui soit sans parties. Si on a des particules sans parties, que se passe-t-il? Imaginez que l'on a une particule qui soit entourée de 6 autres particules. Si ces particules sont sans parties, il n'y aura pas d'extension. Ces particules occuperont le même espace, puisqu'il n'y a plus aucune façon de les différencier les unes des autres. Donc ça, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto, exactement. C'est simplement l'idée que l'extension implique que l'on peut diviser les choses en parties. Vasubandhu dit que si les objets extérieurs existent, ils doivent exister sur la base de particules sans parties. Mais cela est impossible, car l'accumulation de particules sans parties ne produit pas l'extension. Exactement. Puisqu'elles sont sans partie dimensionnelle. Donc, les objets ne pourraient jamais avoir d'extension. C'est le signe que les objets que nous voyons n'existent pas de façon extérieure et n'existent qu'en tant que projection de la conscience. Ouais. Donc ça revient dans les 30 versets de Acharya Vasubandhu qu'on retrouve ça, cet argument de 0, plus 0 égale la tête à Toto. Mais il ne le formule pas littéralement comme ça, bien sûr. Très bien. Quelle est la raison par laquelle on dit que les atomes doivent être sans partie? Alors oui, pourquoi est-ce que les atomes devraient être sans partie d'ailleurs?
Donc la raison, pour Vasubandhu, pour Acharya Vasubandhu, si les objets existent extérieurement, c'est aussi parce qu'ils existent de façon réelle. Il y a une réalité extérieure que l'on peut découvrir. Lorsqu'on la cherche, on doit pouvoir trouver quelque chose qui la compose. On peut décomposer le verre en parties, mais il nous faut, à un certain moment, trouver quelque chose qui nous satisfasse, les blocs dont est fait l'univers. Mais si on pousse plus loin et que l'on peut diviser les blocs, la recherche est sans fin. On ne peut plus dire alors que les objets existent réellement, puisqu'on ne peut jamais trouver quelque chose qui satisfasse ce critère d'existence ultime. Donc c'est ça, c'est qu'ils essayent de zoomer pour chercher ce qui est vraiment la particule constitutive de l'univers. Le boson de Higgs, en fait, c'est un petit peu ça, ils cherchent ça. Et en fait, ils sont obligés de trouver au bout d'un moment une particule indivisible. Parce que si on peut la diviser encore, ce n'est pas vraiment la particule constitutive de l'univers. Et donc cette recherche est sans fin, puisque comment trouver une particule indivisible? Comment est-ce que c'est possible? Et donc, donc c'est si la division se poursuit à l'infini, il n'y a aucun moyen de dire que l'objet existe réellement. C'est au contraire une marque d'irréalité de l'objet. Il n'y a que les prasangika qui disent que les objets peuvent être divisés à l'infini parce qu'ils sont irréels. Exactement. Ah, ils sont forts. Dans un cadre d'irréalité des objets, la division à l'infini n'offre aucun problème. C'est même carrément poétique. Dans un cadre où les objets sont réels, c'est beaucoup plus difficile. En effet, comment justifier qu'ils soient réels si l'on ne peut trouver quelque chose, même théoriquement, sans parler d'investigation scientifique? Ouais. Excellent. Ok. Et donc ça, c'est intéressant aussi, ce qu'on va voir, c'est que ça va expliquer comment Shantideva trouve des arguments contre le Chittamatra en disant oui, mais au bout d'un moment, plus rien n'est réel, pas même la conscience n'est réelle. Et donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est ce qu'on va voir là. Donc pour les Yogacaras, c'est page 143, ce qui est réel, c'est la conscience. La conscience est réelle et l'objet extérieur est irréel. Vasubandhu dit que la perception est réelle et que c'est à partir de la réalité de l'esprit que se déploie la réalité qui nous apparaît comme extérieure, mais qui n'est que le reflet de notre propre conscience. C'est la conscience qui est le fondement des objets. L'objet est là, on le perçoit. Comment existe-t-il? Soit il est fait par l'esprit, soit il est fait à l'extérieur. Si on répond ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Rien du tout. S'il n'y a rien du tout, comment fait-on pour différencier le ver des cornes du lièvre, des cornes de lapin? Il y a apparence d'une base qui peut supporter le ver, dit un étudiant. Lui, il répond, justement, quelle est cette base? Existe-t-elle à l'extérieur? Acharya Vasubandhu dit qu'on ne peut la trouver que dans la conscience. Si on veut la trouver à l'extérieur, on se retrouve confronté au problème dramatique des particules invisibles. L'explication de Acharya Chandrakirti, quant à elle, est difficile à croire. Il n'y a rien de réel, ni du côté de l'objet, ni du côté du sujet. C'est une production magique qui produit une autre production magique, etc., etc. Mais dans la réalité, on sait bien que les productions magiques ont besoin de quelque chose pour commencer. Et il y a besoin d'un gugus qui les commence. Ensuite, elles peuvent se multiplier. Ce que dit Chandrakirti est donc incroyable. Donc la seule façon de différencier le ver des cornes de lapin, c'est de dire que la différence est dans la conscience. Ok. Okay. C'est quand même très séduisant. Je trouve que le paragraphe là, du haut de la page 143, Vasubandhu qui dit que la perception réelle, que ça appartient à la réalité d'esprit qui se déploie jusqu'à notre propre conscience, moi ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est très séduisant et encore plus quand on prend un exemple très factuel comme il y a un accident et on voit que les 3 personnes qui sont en train de regarder cet accident, qui l'ont vu, ne vont pas du tout avoir la même manière d'expliquer cet accident. La réalité sera différente de l'un à l'autre. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont, en effet, prendre ton exemple de l'accident, mais avec le verre d'eau, vu par un déva, vu par un témoin, etc. Et ça va être la même, le même type d'exemple. On va avoir sa perception des choses. Ouais. Donc, c'est vrai que de nos jours, cet exemple de l'accident est beaucoup plus parlant, parce que
en effet, hein, quand on recueille les témoignages, c'est tellement différent, tellement différent. Et donc, on serait tenté Donc la différence est dans la conscience. Oui. Bah, la différence, elle est dans l'interprétation du signal. On peut pas, ça n'exclut pas le signal extérieur, moi je trouve. Oui. Je ne dis pas qu'il y a un signal extérieur, hein, mais je veux dire, ce raisonnement-là, pour moi, n'exclut pas le signal extérieur qui a selon la discrimination de chacun ou l'interprétation de chacun va être différent. Enfin bon, pour moi, c'est pas probant, mais... Et donc, comment est-ce que ce n'est pas probant? Parce que justement, pour les titamatins, ils vont dire, bah, c'est justement la preuve. Oui, non, pour eux, c'est probant, je sais. J'ai compris. Bon, tu pourrais débattre avec c'est pas eux. très probant. Quelle serait ta méthode pour débattre avec Acharya Vasubandhu, J'aurais du mal, j'aurais du mal. pour lui dire, est-ce que c'est vrai que... mais non, c'est bien hein, au contraire, tu es ton argumentaire aussi. J'ai pas d'argumentaire, je ne suis pas convaincue. Voilà, j'ai pas d'autres argumentaires, mais moi, ça ne me convainc pas de dire l'interprétation différente d'un même fait veut dire que ce fait est un produit de la conscience. Oui, d'accord. Alors, tu l'expliquerais comment alors du coup? Eh ben justement, je ne sais pas. Mais si tu veux, pour moi, un fait peut très bien avoir un signal spécifique et ce signal être interprété différemment par les différentes consciences. N'est-ce pas? Puisque de toute façon, regarde un aria, certes, il voit une fleur, mais il sait très bien qu'elle n'a pas d'existence inhérente. Alors que nous, on voit une fleur et on lui colle une existence inhérente. Donc, est-ce que ça veut dire... Donc la différence est bien dans la conscience, du coup. Est un produit de la conscience? Je ne suis pas sûre. Je suis pas, ça n'exclut pas, non, ça exclut la fleur, certes, mais ça n'exclut pas le signal de la fleur. Le signal, ça n'exclut pas un signal spécifique. C'est un phénomène émetteur-récepteur, c'est pas le récepteur. Ça dépend du récepteur, mais ça n'infirme pas l'émetteur. Ça n'infirme pas un émetteur. Un émetteur. Après, l'émetteur, où est-ce qu'on le place? Les titamatins vont dire l'émetteur, c'est l'aspect appréhendé. Voilà. C'est juste un aspect à la conscience. Ça, c'est possible. Oui, Ouais. donc on en revient toujours à la différence dans la conscience. Oui, exactement. Exactement. Comment est-ce que, si par exemple vous allez tous voir le même film, vous allez voir Batman, je ne le conseille pas, il est un peu noir le dernier. J'irai pas voir ça, mais bon. Vraiment pas ma tasse de thé. Non, moi, j'irai voir Out of Africa. Ouais. Ouais, voilà. Oui, je serais plus là-dedans aussi, je suis d'accord. Merci, Jordan. Moi, j'attends le prochain Doctor Strange. Ok, enfin bref. Si on va voir tous le même film, on aura peut-être une expérience différente du même film. On aura une expérience différente du même film, etc. Par exemple, la dernière fois, quand on a vu justement Batman, quelqu'un a dit bah, c'est comme un thriller. L'autre a dit c'est une histoire policière avec un super-héros, etc., etc. Et donc, en fait, il y a eu des expériences différentes d'un même film. Mais le film, c'est quoi? C'est juste une apparence. Il n'y a rien dans la réalité. Il n'y a pas de Batman dans la réalité. Hélas. Sinon, il n'y aurait peut-être pas de guerre en Ukraine. Mais il y a une pellicule, un écran, une lumière. L'objet lui-même n'est peut-être pas, j'allais dire, de façon intrinsèque la cause, mais il y a quelque chose de spécifique dans le signal. J'en sais rien, hein, mais... Si tu enlèves l'écran et la pellicule et tout ça, tu verras que dalle. Hein. Pour moi, c'est très difficile qu'il n'y ait pas de signal spécifique, voilà, de comprendre qu'il n'y ait pas un signal spécifique. Ce signal n'étant pas forcément l'objet lui-même, mais étant cette information, voilà. Une information, on va dire, voilà. Le titamatin, on dirait l'information, l'écran, la pellicule, etc. C'est l'aspect. Oui, ils s'en sortent toujours, ceux-là, mais moi, ça... D'accord, allez. Ouais, ils vont dire ça, ils vont dire, puisque aucune particule n'est perceptible. Aucune particule matérielle n'est perceptible. 2 particules ne sont pas perceptibles, 3 ne le sont pas, etc. À partir de combien c'est perceptible? Tout simplement,
c'est quand une graine germe, et donc il y a un aspect appréhendé, un aspect appréhendant qui germe en même temps, mais il y a aucun objet matériel à l'extérieur de la conscience. Donc c'est pour ça, en fait, qui trouvent cette solution de l'aspect. Mais, comme on va le voir, cette question de l'aspect pose problème, pose énormément de problèmes, puisqu'il y a les tenants de l'aspect vrai et les tenants de l'aspect faux. Voilà. Ouais. Donc, les tenants de l'aspect vrai, ce sont ceux, donc c'est les Chittamatra, qui considèrent que... Ouais. Ils disent que ce n'est pas distordu par les empreintes de l'ignorance. Voilà. Voilà, exactement. Ils disent que la forme grossière perçue par une perception directe, cet aspect de forme grossière n'est pas souillé par les empreintes de l'ignorance. Alors que les tenants de l'aspect faux vont dire, ok, donc ce sont des Chittamatra, donc c'est la définition donnée par la Madhya-tsumpa, ce sont des Chittamatra qui considèrent que cet aspect de forme grossière perçu par une perception directe, valide, ouais, perception directe tout simplement, est souillé par les empreintes de l'ignorance. Ok, donc ça veut dire que cet aspect par exemple, une chaise, pour les Chittamatra, une chaise, le fait que ce soit une forme grossière, cette chaise, c'est déjà l'ignorance pour les tenants de l'aspect faux. Et pour les tenants de l'aspect vrai, ce n'est pas l'ignorance qui fait que c'est une forme grossière. Cette forme grossière existe, elle est réelle, etc. Et on l'aperçoit, mais forcément, elle n'est pas extérieure à la conscience. Ouais. Mais en fait, ces tenants de l'aspect vrai, de l'aspect faux, ne sont pas des sous-écoles en tant que telles. Parce qu'en fait, n'importe quel Chittamatra peut soit être un tenant de l'aspect vrai, soit un tenant de l'aspect faux. Parce que moi, j'ai eu une confusion à un moment donné quand j'ai lu ce texte-là une fois dernière. C'est d'associer les tenants de l'aspect vrai avec les yogacaras qui suivent les Écritures, par exemple. Ce qui n'est pas le cas du tout en réalité. Ouais. Donc c'est à cause de ce passage, page 143, qui peut inviter à la confusion parfois. Donc il dit, la vue d'Asanga et de Vasubandhu et la vue des yogacaras qui suivent les Écritures. Ouais. Donc ceux qui suivent les Écritures acceptent 8 consciences. Oui. Donc ça, c'est un fait établi. Ensuite, cette vue explique le non-soi des phénomènes en tant qu'absence de dualité entre l'objet perçu et le sujet percevant. Ok, donc ça, on est d'accord. Elle explique également l'existence des phénomènes comme ayant la nature de l'esprit, comme étant une réflexion de l'esprit produite à partir de tendances qui existent sur l'alaya vijnana. Donc c'est parce qu'il y a 8 consciences chez les Chittamatra qui suivent les Écritures. Ouais. Chez les Chittamatra qui suivent le raisonnement, il n'y a pas 8 consciences, il n'y a que 6 consciences. Donc les empreintes sont dans la conscience mentale pour eux. Ouais. Alors tu peux être tenant des Écritures et tu peux être soit tenant de l'aspect vrai, soit tenant de l'aspect faux. Exactement, normalement c'est comme ça. D'accord. Parce que le problème, c'est que quand nous, on a étudié au Basic Programme, les écoles philosophiques, dans le texte de la Madhya-tsumpa, lui, il parle des tenants de l'aspect vrai, des tenants de l'aspect faux comme étant des sous-catégories des Chittamatra. Ouais. Il ne parle pas des Écritures ou du raisonnement. Ouais. Il dit les tenants de l'aspect vrai acceptent 8 consciences. Oui, c'est ça. Et les tenants de l'aspect faux acceptent 6 consciences. C'est pas vrai. Et en fait, c'est pas vrai. Shankara Rinpoche dit que c'est une erreur de dire que ce sont 2 sous-courants du Chittamatra, les tenants de l'aspect vrai et de l'aspect faux. Donc, il semble qu'il y ait des débats. D'accord. Ah ouais. Il semble qu'il y ait des débats d'un maître à l'autre, comme souvent d'ailleurs. Et ça veut dire que la Madhya-tsumpa, dans son traité sur les écoles, distingue les Chittamatra en tenants de l'aspect vrai et tenants de l'aspect faux. Ici, il dit d'ailleurs dans son texte que les tenants de l'aspect vrai acceptent 8 consciences et les tenants de l'aspect faux acceptent 6 consciences. Et ici, Geshe Dreyfus dit c'est ce sont les tenants des Écritures qui acceptent 8 consciences et les tenants du raisonnement qui acceptent 6 consciences. Et ça, c'est ce qu'on accepte généralement. Voilà. Et chacun des deux, c'est-à-dire les Écritures ou le raisonnement, peuvent accepter soit l'aspect vrai, soit l'aspect faux. Exactement, tout à fait. Bagaille. Ouais, c'est ce que dit Shankara Rinpoche. Il dit c'est pourquoi il ne faudrait pas dire que aspect vrai, aspect faux sont des sous-courants. Voilà. Donc,
c'est pour ça que c'est toujours important de faire une étude comparée de ces textes-là. Parce que sinon, on pourrait s'y perdre. Donc, ici, c'est vrai que ça pose question par rapport au texte de la Madhyamaka, mais bon, ça permet de se poser des questions. Ok. Donc, c'est là où on va se poser la question de l'aspect vrai et de l'aspect faux. Donc, il continue. Lorsqu'elles se réveillent, ces graines, elles produisent l'apparence des divers phénomènes que nous voyons. Cette école affirme donc que les objets se produisent à partir de ces graines et également que l'apparence de ces objets est, dès qu'elle se produit, viciée, erronée. Donc ça, c'est les tenants de l'aspect faux. C'est pour cela qu'on appelle ces auteurs ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'aspect ou ceux qui pensent que l'aspect est faux. Ou ceux qui pensent que l'aspect est faux. Parce que dire qu'il n'y aurait pas d'aspect, ce serait compliqué pour le Chitta-Matra. Donc ceux qui pensent que l'aspect est faux. C'est-à-dire qu'il y a même ceux qui pensent qu'il y a des tenants de l'aspect faux souillés, dans le sens où ils vont considérer que même chez un Bouddha, la conscience est souillée par l'apparence grossière des phénomènes. Mais il y a des débats, étonnamment. Il y en a qui vont dire qu'il y en a qui se posent la question et qui se disent, mais qui parmi les bouddhistes pense que la conscience d'un Bouddha pourrait être souillée? Donc, il y a des débats. Ok. Donc ça va nous amener à comprendre Shantideva, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Shantideva dit oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel pour vous, Chitta-Matra? Parce que, en effet, si on est un tenant de l'aspect faux, on va dire, il n'y a pas d'aspect grossier d'une chaise. Cet aspect grossier est souillé par l'ignorance. Donc, si on n'avait pas d'ignorance, il n'y aurait pas cet aspect grossier d'une chaise. Et donc, ça, c'est souillé. C'est faux, en fait. Donc, on va dire, on va leur dire, oui, mais si c'est faux, la conscience, qu'est-ce qu'elle perçoit réellement, alors? Voilà. Et donc, on va dire, cette conscience est fausse aussi, puisque c'est le sujet appréhendant cette fausseté, en fait. Et donc, c'est pourquoi Shantideva va poser la question dans le 9e chapitre. Qu'est-ce qui est réel dans ce cas-là? Ouais. Donc, ça nous aide à comprendre, en fait, le point de vue de Shantideva aussi. Donc, très bien. Ok. À un moment donné, il y a un truc important, justement. Par rapport à ça, je crois que c'est vers la fin, ici. Ok, parce que les deux se répondent mutuellement, en fait, tenant de l'aspect vrai et tenant de l'aspect faux. Ok. Ah, voilà. Donc, il y a aussi encore des coquilles. Hein, par exemple, page 146, il y a Panchenshanam Jampa, mais c'est Jakpa, c'est un K. D-R-A-K-P-A, normalement. Donc, ça, c'est juste pour corriger. Et à un moment donné, ok, on va voir ça. Est-ce que vous avez du temps ou pas? Alors non, moi je vais m'arrêter parce que j'ai une réunion à 10h. D'accord, ok. Bon, on verra la suite prochainement, vendredi prochain, ouais? Voilà. D'accord. Vendredi prochain, il y a bien cours, ok. Et Oui. ce soir, il y a débat, c'est bien ça. Et ce soir, il y a débat, ouais. Super. Moi, je trouve que tu devrais te reposer. Merci pour votre patience et vos échanges, vos interactions, c'est super. Merci encore et à ce soir. Merci, bonne journée, à ce À ce soir. soir, bonne journée, au revoir. Oui. Tu devrais